Donc c'est bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent dans ce webinaire qui est organisé par l'ESCA et qui a pour thème ressources des banques participatives, enjeux et défis. Nous remercions nos trois invités, Madame Mounel Bneouri, directrice générale de Banque Al-Yusr, Monsieur Youssef Bardadi, président directoire de Banque Safa, Monsieur Abd Samad Laissami, président du directoire de Omnia Bank. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu partager avec nous leur retour d'expérience et leur analyse sur ce thème. Comme vous le savez, les banques participatives ont démarré leurs activités il y a un peu moins de 4 ans, mais que de chemin parcouru. Donc, à leur actif, de très nombreuses réalisations, en dépit des difficultés de démarrage que connaît toute activité économique. En l'occurrence, quand il s'agit d'une banque, démarrer une banque de zéro n'est pas une tâche facile. Et pourtant, les banques participatives de la place s'en sortent très bien, même si certaines mauvaises langues veulent dire le contraire. Au fait, il n'y a qu'à voir les chiffres. Donc, le nombre d'agences, c'est-à-dire le réseau des banques participatives, a dépassé les 150 à fin 2020 et il continue à croître. Les financements qui ont été octroyés donc en 2020 ont dépassé les 13 milliards. Les dépôts ont augmenté d'à peu près 49% en 2020 par rapport à l'année précédente. De très nombreux produits ont été proposés pour les particuliers et pour les entreprises, différentes déclinaisons de la murabaha, qu'elles soient immobilières pour particuliers ou pour les personnes morales. La murabaha pour les véhicules roulants, pour les matières premières, le produit Salem. Donc, de très nombreux produits ont été mis sur les marchés en l'espace d'un temps qui est très court, donc par ces banques participatives. Et chose également, c'est qu'elles ont montré une certaine résilience face à la pandémie du Covid. En témoigne la production de 2020 de ces banques participatives qui ont financé pour environ 3,5 milliards de dirhams d'acquisition de logements et qui représentent 50% de part de marché de l'habitat en 2020. Donc, globalement, nous avons un bilan qui est très positif au bout de 3 ans et demi, mais le chemin reste encore long puisqu'il y a de très nombreuses perspectives de développement et par conséquent, qui dit perspective de développement, dit également des défis à relever. Le sujet d'aujourd'hui traite de l'un de ces défis, celui des ressources. Et en réalité, ce sujet des ressources bancaires est un défi pour toutes les banques, qu'elles soient conventionnelles ou participatives. Mais pour les banques participatives, il revêt un caractère particulier pour la simple raison qu'elles n'ont démarré qu'il y a 3 ans et demi. Et au fait, de manière générale, lors du démarrage d'une banque, on constate toujours que les montants des financements sont supérieurs à ceux des dépôts qui sont collectés. Et toutes les banques, quelle que soit leur nature conventionnelle ou participative qui démarrent cette activité, vont s'atteler à développer des produits pour augmenter leurs ressources. Et en général, elles vont avoir recours au marché interbancaire pour gérer leur gap de trésorerie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au passage pour les banques participatives, puisqu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de marché interbancaire participatif organisé. Alors, de très nombreuses questions se posent sur cette problématique. D'une part, quelle a été l'évolution de ces ressources en termes de dépôt à vue? Comment les banques se font pour se refinancer en l'absence d'un marché interbancaire? Qu'en est-il des dépôts d'investissement? Qu'est-ce que c'est d'abord? Comment ça fonctionne? Quels sont les mécanismes derrière ces dépôts d'investissement? Autre question qui se pose, est-ce qu'on dispose de produits d'épargne pour les particuliers et pour les entreprises? Et des questions ultimes, est-ce qu'on a le même engouement pour les dépôts et les dépôts d'investissement que ceux qu'on a pour les financements auprès de ces banques participatives? Donc, autant de questions sur lesquelles nos invités vont agir ou interagir et nous apporter quasiment le retour d'expérience et également leur analyse de la situation. Alors, avant de passer et de céder la parole à nos intervenants, je voudrais juste attirer l'attention sur un point qui paraît d'une importance capitale, c'est que pour ma part, ayant suivi donc l'évolution un peu de la finance participative depuis son démarrage et ayant constaté donc un très fort engouement de la part des personnes physiques, mais également des personnes morales pour ces banques participatives, il est un peu désolant de faire un constat
sur lequel je demanderai quasiment à nos intervenants de réagir. Ce constat est le suivant. Depuis quasiment 2011, depuis la publication de la loi sur la loi bancaire, donc sur qui intègre également donc un chapitre sur les banques participatives, on s'attendait de la part quasiment du public à un très fort engouement sur ces banques participatives. Et trop souvent, donc, on nous disait, dès que les banques participatives sont là, on passera des banques conventionnelles vers ces banques participatives pour les raisons, je dirais, de non-conformité à Sharia, pour les questions de riba. Alors, ces mêmes personnes qui défendaient donc corps et âme, donc je dirais cette finance participative et ces banques participatives, on est un peu malheureux de constater qu'elles s'adressent à ces banques quand elles ont besoin d'un financement, puisqu'elles ne veulent pas se financer, donc je dirais, avec des intérêts, avec riba, mais par contre, elles n'ont aucun mal à laisser leurs dépôts auprès de banques conventionnelles pour la simple raison qu'elles arguent qu'elles ne touchent pas d'intérêt dessus, sans se poser la question à quoi servent ces dépôts-là. Donc, la réponse est tellement évidente qu'à financer, je dirais, d'autres clients avec, je dirais, des intérêts. Et donc, cette, je dirais, schizophrénie, en tout cas, de ces personnes-là, en tout cas, me pousse à poser la question, je dirais, à nos intervenants, est-ce qu'on observe, je dirais, le même engouement, donc, je dirais, pour les dépôts d'investissement, les produits d'épargne, que pour les financements? Et qu'en est-il, je dirais, de cette évolution de ces dépôts-là? Alors, autant de questions qui méritent, je dirais, des réponses. Et je vais commencer, donc, je dirais, honneur aux dames, donc par Madame Bniouri, en lui demandant de nous faire une petite récap de l'évolution des ressources des banques participatives, comment elles ont évolué donc, depuis le démarrage, c'est-à-dire depuis 3 ans et demi. Et j'en profite également pour poser cette question, est-ce qu'on a le même engouement qu'on a pour les financements que pour les dépôts? Si oui, tant mieux. Sinon, je dirais, est-ce qu'elle voit des raisons donc, à cela? Donc, Madame Bniouri, je vous cède la parole et on vous Merci. laisse nous livrer quasiment vos réponses. Merci. Merci, Sidi Alami. Alors, bonjour tout le monde. En fait, je voulais revenir à mon tour sur et saluer la performance exceptionnelle des banques participatives. Je pense que l'ensemble des professionnels de la finance participative sont aujourd'hui unanimes à saluer cette performance et nous, banquiers, donc les responsables des banques participatives, en sommes à la fois ravis et fiers. Oui, donc si Alami, j'avais préparé des chiffres, mais bon, vous les avez donnés. Les chiffres sont sans appel. La finance participative se porte bien, évolue bien. Nous sommes à des taux à 2 chiffres sur l'ensemble des rubriques. Et donc, à fin mars donc 2021, nous sommes un réseau de 155 agences, 4 milliards 290 de dépôts à vue, 1 milliard 100, plus de 1 milliard 150 de dépôts d'investissement et pratiquement 15 milliards, donc 14 millions 800 de financement. Il y a vraiment de quoi être. Alors, oui, les ressources, en fait, au niveau des banques participatives, sont en volume beaucoup moins importantes que les financements, mais ce n'est pas tant une problématique de la finance participative comme au Maroc qu'un fait inhérent à cette phase de construction, justement, dont vous avez parlé, que nous traversons. Oui, c'est vrai, donc c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est vrai. Donc, quand nous distribuons des financements, nous avons et que nous ouvrons nos portes, nos banques participatives, comme toutes les banques en général, ce n'est pas spécifique à la banque participative. Donc, nous distribuons des financements et nous recueillons de l'épargne. Et bien, compte tenu des tickets moyens sur les 2 compartiments, il se trouve que nous avançons, que les volumes des financements évoluent beaucoup plus rapidement que les volumes des ressources. Et puis, il y a une spécificité aussi de la finance participative, c'est le taux d'équipement. Nous avons des taux d'équipement en financement très importants au niveau de la finance participative. Ça veut dire que ne viennent chez nous, en tout cas, plusieurs personnes de celles qui viennent chez nous viennent parce que justement, elles ont besoin de financement.
Ça veut dire donc que nous distribuons beaucoup plus de crédits en pourcentage. Nous avons plus de clients équipés en financement que de simples clients déposants. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'installer et qui arrive petit à petit. Alors, il y a un autre fait, c'est-à-dire que la cible à laquelle nous nous sommes adressés était restreinte au début. Au début, nous nous sommes adressés à une cible de particuliers parce que nous n'avions que le produit Murabaha immobilière et donc forcément, nous avons restreint notre cible. Aujourd'hui, cette cible s'est élargie et les choses sont en passe de s'améliorer. Donc, à la fois la cible, mais aussi la palette de produits. C'est normal. En début, nous avons dû démarrer avec le minimum sur la banque au quotidien ou même sur les produits de financement. Aujourd'hui, cette palette est élargie et donc les choses sont en train d'évoluer. Et vous l'avez dit justement, il est difficile d'amener les gens, d'amener tout le monde vers les banques participatives, même ceux qui disaient qu'ils attendaient cette finance, en fait, ils sont sincères. Ils n'iront pas prendre de financement auprès des banques conventionnelles. Mais pour leur épargne, eh ben, ils ne voient pas d'inconvénient, ils ne perçoivent pas d'intérêt, donc il n'y a pas de souci. Et puis, ils sont dans un certain confort. Maintenant, tout est fait pour les aider à migrer si l'envie leur en dit. Il y a cette loi sur les dispositions sur la mobilité bancaire. Nous avons toutes pris des dispositions pour que le switch soit facile pour nos clients. S'ils décident ils n'ont qu'à décider de migrer et la banque qui les accueille s'occupera de tout. Donc, tout ça fait donc la facilité de migration, l'élargissement de nos cibles, l'élargissement de notre palette de produits. Et ben, tout ça fait que nous nous orientons petit à petit vers un élargissement justement du volume des ressources. Et je suis sûre que dans quelques temps, eh ben, cette problématique sera derrière nous et on n'en reparlera plus. Voilà. Merci Madame Bellary pour cette réponse, enfin qui confirme un petit peu donc la bonne tenue donc de gérer de la finance participative globalement et donc le fait qu'elle continue donc à progresser. Alors je m'adresse maintenant donc à Silver Daddy, donc juste pour savoir quels sont les services qui sont proposés par les banques participatives sur les dépôts à vue, puisque pour certains les banques participatives n'offrent pas quasiment les mêmes prestations en termes de services pour les dépôts à vue, notamment pour les particuliers. Je voudrais juste que vous nous clarifiez donc un peu ce point-là pour savoir est-ce qu'on est au même niveau de prestation que pour les banques conventionnelles, quels sont les produits qui existent, les produits qui vont venir sur la partie dépôt à vue notamment. Et j'enchaîne également avec une deuxième question en relation donc avec ce qu'avait dit Madame Bneori. Est-ce que la pandémie du Covid a eu un impact quasiment sur ces dépôts-là, sur l'évolution de ces dépôts? Est-ce qu'on a constaté même, je dirais, un ralentissement ou bien au contraire, on a constaté une stagnation ou une continuité dans l'évolution de ces dépôts? Merci, c'est pour d'être. Peut-être le micro. Le micro, c'est... Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Merci Siali, merci Leska d'avoir organisé ce webinaire qui nous permet de donner l'aperçu réel. Ce n'est pas l'aperçu de la rue, mais c'est l'aperçu réel de la banque participative dans notre économie et dans notre système bancaire. Je voulais aussi apporter une précision de taille concernant les banques participatives. Il y a une frange de population qui aujourd'hui ne veut pas, parce que le taux de bancarisation entre les pessimistes et les optimistes, il est aux alentours de 52-55%, ou sont les 45%, qui n'ont pas de compte bancaire. Et ces clients-là, ce sont des clients qui, dans le temps, se targuaient de ne pas ouvrir des comptes parce qu'ils ne veulent pas travailler avec une banque classique. Aujourd'hui, cette clientèle, elle est où?
en tout cas dans le système bancaire participatif, il n'y a même pas 5 ou le maximum 10% qui n'avaient pas de compte et qui sont venus ouvrir un compte dans une banque participative. Donc, c'est aussi une frange de population qui aujourd'hui échappe au système bancaire, que ce soit classique ou la participatif. Et donc, il faut aller chercher ces clients, il faut que ces clients fassent confiance à la banque participative. Maintenant, je reviens à votre question. Les services, nous avons tous les services qu'offre une banque classique, une banque participative l'offre. Donc, il n'y a pas un service, non, nous sommes une banque à part entière. Nous avons le chéquier, nous avons la carte, nous avons les virements, nous avons tous les services que peut faire. Ce que nous ne faisons pas, c'est de donner des intérêts, tout simplement. Le compte ne tombe pas débiteur parce qu'on ne calcule pas des intérêts. C'est ça, il n'y a pas on va dire, de débit sur le compte qui sera facturé par des intérêts, mais nous avons tous les services que le client a besoin pour faire ses transactions, pour faire, bien sûr, c'est-à-dire faire évoluer ses projets, etc. Il suffit de s'adresser à la banque et de ne pas écouter ce qu'on dit ou ce que disent les journaux, etc. Il faut aller dans une banque et bien se former pour voir qu'est-ce que la banque participative offre. Donc, la banque participative offre tous les services aux particuliers au niveau de l'activité bancaire classique, traditionnelle, normale. Maintenant, nous sommes, comme ce qui a été dit, nous sommes dans le début du démarrage parce que c'est 3 ans et demi que les banques participatives ont démarré. Nous n'avons pas encore 40 ans ou 50 ans. Et donc, il y a des produits qui sont en construction. Il y a des produits qui vont venir. Il y a déjà des produits, comme elle a dit Mme Le Benoui, quand on a démarré avec un seul produit, qui est le Murabaha immobilier. Il n'y avait même pas le Murabaha automobile. Et donc, avec le temps, il y a l'équipement, il y a le Murabaha automobile, il y a l'équipement, il y a le Salem, il y a le Cisna qui est en cours, il y a beaucoup de choses qui sont dans le pipe. Et il faut que tout le monde sache que ces produits-là sont tous validés par le Conseil supérieur des ulama. Et donc, c'est pour cela qu'il y a c'est-à-dire ces produits qui viennent au fur et à mesure en fonction aussi de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de l'ulama avec Banque al-Maghreb, que nous saluons au passage. Et donc, faites confiance à ces banques participatives. Ce sont des banques, comme leur nom l'indique. Concernant la COVID, je pense que les publications de décembre de toutes les banques, ils ont, comme ce qui a été dit, comme ce que vous avez dit, c'est Ali, les banques participatives ont affiché la meilleure résilience du marché. La meilleure résilience. Vous voyez, et c'est normal parce que nous sommes dans le début. Et dans le début, les banques participatives, ils sont très regardants sur le risque parce que nous n'avons pas de matelas sur qui on peut tomber si jamais il y a un risque important. Donc, on fait très attention. Et du coup, notre risque, les banques classiques ou les sociétés de financement classiques, vous voyez les publications, ils ont pris un coup très, très, très grave au niveau du risque, chose que les banques participatives n'ont pas subi. Parce que nous avons à l'octroi, en amont, nous avons bien étudié les dossiers pour les donner, parce que nous sommes dans le démarrage. Peut-être que si on était après 20 ans, peut-être que la main aurait été plus facile à signer des financements, mais ce n'était pas le cas. Et donc, nous avons affiché une résilience. Alhamdulillah, c'est un concours de circonstances. En tout cas, toutes les banques, ils ont vraiment fait face à la COVID avec les meilleures des manières. Maintenant, par rapport au dépôt, paradoxalement, encore une fois, les banques participatives, pendant le Covid, non seulement ils ont augmenté de façon très importante le financement, comme ce que vous avez dit, mais aussi les dépôts. Les dépôts dans les finances participatives, ils ont augmenté en moyenne de 30%. Et ce n'est pas rien dans une année Covid, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui encourage et qui présage d'un avenir. Et on le voit de jour en jour, on voit qu'il y a la place de la banque passive a pris sa place. Elle est là, elle est dans notre écosystème banquier et nous avons nos parts de marché, nous avons notre clientèle et la clientèle, au fur et à mesure, ils sont en train de faire confiance aux banques participatives et c'est comme ça qu'on va construire tout l'écosystème économique entre guillemets, participatif, parce qu'il y a le Tchakaful qui va venir dans les 2 mois, peut-être les 3 mois à venir. Il y aurait d'autres ingrédients de l'écosystème qui viendraient pour que notre économie
nationale prospère avec la banque participative, avec l'écosystème participatif. Voilà, donc, alhamdoulilah, Covid pour nous, c'était positif et très positif. Nous avons fait une très bonne résilience et nous sommes dans la construction de la banque au quotidien et nous sommes une banque, comme notre nom l'indique. Voilà, c'est Ali. Merci, Seyès, pour ces chiffres. En tout cas, ça vient confirmer un peu donc, ce que disent, je dirais, les responsables des différentes banques participatives en termes de bonne tenue. Donc, en tout cas, les chiffres à l'appui, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça permet de répondre à quelques médisants donc, sur la finance participative. Alors, Ali, bien sûr. je voulais préciser, puisqu'on a parlé des publications, nous sommes dans des résultats négatifs. Et c'est normal parce que nous sommes dans une phase d'investissement. Il faut que tout le monde sache, ce n'est pas parce que nous sommes négatifs que nous ne sommes pas résilients. Non, nos indicateurs et nos prévisions dans nos budgets, dans nos business plans sont en phase avec ce que nous avons prévu dans la construction de la banque. Je voulais seulement apporter cette précision parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient que nous affichons un résultat négatif, c'est comme si ça ne marche pas. Non, nous sommes, ce sont des choses qui sont prévues parce que nous sommes en train de construire des banques. Voilà, très important de préciser ça auprès des personnes qui nous suivent. Voilà, tout à fait, c'est donc je dirais enfin le fait d'avoir un résultat négatif n'a rien à voir quasiment avec l'activité, donc surtout pendant la phase de démarrage, et surtout qu'on est en train de parler quasiment d'une industrie qui est lourde, donc l'industrie bancaire participative. Donc c'est quasiment une chose qui est tout à fait normale et que quasiment toute personne donc qui a un minimum de connaissances en finance, je dirais tout court, donc comprend très très facilement, mais ça mérite d'être précisé, donc tout à fait. Alors, là aussi, enfin, ça nous rassure quasiment donc, sur cette évolution donc, de la finance participative, des dépôts notamment, des différents produits qui se mettent en place en l'espace de 3 ans et sur le fait également que la banque participative offre les mêmes prestations de services pour les dépôts à vue, pour les dépôts notamment, qu'une banque conventionnelle en termes quasiment de chéquier, de cartes, de consultations, d'opérations sur le site. Donc, tout ça, je dirais, ça vient confirmer un petit peu, donc je dirais, le bon démarrage de l'activité. Alors, là aussi, je profite quasiment pour m'adresser donc à Samad El Aissami. Dans tout démarrage, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça a été rappelé par Madame Benéoré, c'est que forcément, il y a un engouement et un montant des financements qui est toujours plus important que celui des ressources qui sont disponibles. Donc, la vitesse de croissance quasiment des financements au démarrage de toute activité bancaire, conventionnelle ou participative, la vitesse de croissance des emplois est toujours plus importante que celle des ressources. Et donc, le taux de transformation en général va toujours en s'améliorant, en augmentant, donc je dirais pour pouvoir donc, atteindre des standards. Les banques conventionnelles ont mis également pas mal de temps pour avoir un taux de transformation de 85-90%. Je voulais juste avoir votre avis, donc c'est Aissami, donc sur comment vous voyez cette adaptation de gérer des ressources aux emplois et comment vous interprétez, vous analysez donc je dirais ce taux de transformation. Est-ce que il est dans une évolution qui est normale ou bien je dirais, il y a quelque chose donc je dirais sur laquelle il faut insister pour l'améliorer. Merci, Si Alami. Avant peut-être d'adresser cette question à ce sujet, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, bien entendu, les clients qui nous ont fait confiance. C'est un point quand même très important à souligner. Il y a énormément de clients qui nous ont fait confiance. Je saisis cette occasion pour les remercier. Les collaborateurs également qui chaque jour construisent cette maison brique par brique. C'est une chose qui n'est pas aisée. Il y a lieu également de les remercier. Et surtout, les militants qui, sur les 30 ou 40 dernières années, n'ont pas cessé de vulgariser, de batailler pour que cette finance voie le jour. Et effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher à recruter des clients qui sont déjà bancarisés. Il faut le dire, le système bancaire marocain est très développé. Il a fait du bon travail, donc il a bien équipé tous les clients et bien entendu, une bonne partie de la population marocaine qui peut être bancarisée, au moins ceux qui disposent d'un emploi, le sont déjà. Ils sont bien servis, ils sont bien équipés à tous les niveaux, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de canaux, que ce soit en termes de granularité, ce qui m'amène effectivement à faire cette analyse
des 4P qu'on fait tous dans le marketing. Est-ce que notre produit est compétitif et égal à celui qui est offert par les confrères du conventionnel? Pour le particulier, je peux m'avancer et dire effectivement on sert plus de 95% de ses besoins. On sert plus de 95% de ses besoins au niveau de la banque au quotidien. On sert ses besoins également au niveau du financement, parce qu'il peut acheter une maison, il peut s'équiper en voiture, il peut s'équiper en équipement domestique. On sert également ses besoins en termes de moyens de paiement. On a les chèques, les cartes. On sert également ses besoins parce qu'il peut payer effectivement à travers son mobile. Ça, c'est au niveau du produit. Il y a un sujet qui est au niveau de la place. La place, effectivement, on a développé, grâce aux nouvelles technologies, quelque part, ce moyen qui est le M-Banking, qui permet aux clients de faire la banque à travers leur mobile. Mais il y a un point quand même très important qui est celui du réseau, parce que c'est le réseau bancaire qui, quelque part, installe la confiance des clients quant à la pérennité du système. Au départ, on était peu nombreux à ouvrir, mais maintenant, alhamdoulilah, après 3 ans d'existence, comme le mentionnait tout à l'heure Mme Nouri, on est à plus de 160 agences. On couvre toutes les régions du Maroc. Donc, quelque part, l'industrie a mis son empreinte de manière très claire sur la place. On n'est plus visible, ce qui installe de plus en plus la confiance et qui installe également la notoriété des clients. Un sujet qu'on pose toujours débat, il continue de l'être, c'est celui du prix. On est taxé d'être plus cher. Je pense que le meilleur moyen de contredire ce sujet, c'est le volume des financements qui ont été octroyés pour l'acquisition, que ce soit du logement, des voitures ou des équipements. Bien entendu, c'est une finance affinitaire où il y a une certaine prime de foi qu'on peut accepter, mais cette prime de foi ne peut pas être, je dirais, exagérée. On est dans le marché et on l'a démontré au fil de ces 3 années que, bien entendu, un certain nombre de clients nous ont fait confiance et qu'ils ont trouvé chaussures à leur pied et donc ils ont adopté cette finance. Il y a un travail énorme encore à faire au niveau de la promotion. Donc le produit, il est là. La place, on est en train de la construire. Les prix, on est dedans. La promotion, il est clair que ce sujet revient toujours. Quand vous vous adressez à monsieur tout le monde, il ne connaît pas cette finance. On est en train tous d'œuvrer. Cette action que vous êtes en train de faire là également est une brique dans cette construction. On est en train de construire la banque. On ne peut pas dispenser des budgets aussi importants dans le marketing de la même manière que le ferait une autre industrie. Maintenant, pour revenir au sujet que vous mentionniez relatif à l'inadéquation entre les ressources et les emplois. Nos ressources, pratiquement, quand on les analyse, elles ne couvrent pas plus de 54% de nos emplois. Alors que dans le conventionnel, les ressources, elles couvrent 102% des emplois. Nos ressources, quelque part, sont à 52% rémunérées. J'entends par ceci, du fait qu'on ne couvre pas nos emplois, nous sollicitons le marché à travers des dépôts d'investissement, à travers les wakala de Sitma, pour pouvoir, quelque part, compléter le gap. Donc, on est à 52%, là où le système conventionnel n'est qu'à 32% pour les ressources clientèles. Et si on intègre les ressources marché, il est à 39%. Donc, il y a déjà un biais entre nous et le système conventionnel. C'est dû à notre jeune âge. Le sujet, il est là. Il y a un autre sujet également qui est, il y a un gap de liquidité. Quand on analyse quelque part nos emplois sont à plus de 82%, 86% plutôt, orientés vers l'immobilier, qui est, comme on le sait, sur une longue durée, sur plus de 20 ans, moins de 7% pour l'équipement particulier, et aux alentours de 7% pour l'équipement industriel, crédit d'équipement. Quand on fait approximativement une duration de notre bilan en tant qu'industrie vis-à-vis de celle du conventionnel, la duration de nos emplois est le double de celle du conventionnel. On tourne aux alentours de 9, là où le conventionnel tourne autour de 5. Donc, on est une jeune industrie qui bataille et qui se développe effectivement
pour améliorer ses ressources. Elle réussit au niveau des emplois parce qu'on équipe effectivement une partie de la population qui n'était pas à ce jour équipée en financement. Il faut laisser le temps au temps pour pouvoir effectivement compléter ce gap. Les moyens de le compléter ne sont pas encore là. Effectivement, on dispose, bien entendu, des Wakalat Sitmar, mais Wakalat Sitmar, heureusement que Banque Maghreb a refinancé nos maisons mères qui nous octroient ces lignes à travers les mécanismes conventionnels, mais c'est du court terme. Nous pêchons encore par un manque d'outils marchés qui permettent de combler ce gap. Le conventionnel dispose, bien entendu, comme on le sait tous, d'outils très larges, de certificats de dépôt, d'émissions obligataires subordonnées, de l'interbancaire, bien entendu, couvert ou non. Donc, là où nous ne disposons que d'un seul instrument qui est la Wakalat Sitmar, qui arrivera certainement à un certain moment à ses limites, eu égard au fait que nos banques, ou bien même quand bien même ça a été élargi aux personnes morales, ne vont pas couvrir tous nos besoins. On a encore des investisseurs institutionnels auxquels on voudrait s'adresser, mais malheureusement, on n'a pas encore pu compléter cette ligne. Merci, Sami, pour ces précisions, je dirais, de taille, notamment en termes de, je dirais, déjà sur l'analyse un petit peu donc, du comportement, enfin, pardon, de l'analyse des besoins en termes, je dirais, d'offres, en termes également, donc, je dirais, de potentiel, je dirais, et de promotion également de cette finance participative, donc, je dirais, qui est un travail de la place et qui est un travail de longue haleine, puisque bon, là encore une fois, je tiens toujours à rappeler que l'industrie n'a que 3 ans et demi d'existence et on ne peut pas lui demander quasiment des performances ou des résultats identiques à celles d'une autre industrie qui est là depuis plusieurs décennies. Merci également d'avoir précisé un point qui est important, qui revient très souvent, donc c'est sur quasiment la cherté. Et comme vous l'avez dit, le meilleur moyen, c'est de voir un peu donc, gérer les différents financements qui ont été octroyés, ou comme l'a dit tout à l'heure, c'est d'aller tout simplement donc, vers, je dirais, une agence bancaire participative et pouvoir comparer pour s'assurer et pour voir, donc, je dirais, de visu que cette, je dirais, fausse idée de, je dirais, de cherté n'est pas fondée. Alors, également, donc, là aussi, donc, sur l'inadéquation, donc, sur l'évolution donc, je dirais, du taux de couverture ressources par rapport aux emplois qui est actuellement de 54%, qui est en train d'évoluer d'année en année, bien évidemment, et qui s'explique par ce démarrage. Et là aussi, vous l'avez lié donc, je dirais, donc, au gap de liquidité qui s'explique en général par des financements octroyés majoritairement sur de la mourabaha immobilière, qui, pour rappel, était le premier et le seul produit qui était autorisé. Et donc, les banques n'avaient d'autre choix que d'aller quasiment sur de l'immobilier, ce qui explique également donc, cette duration qui est assez élevée, donc, je dirais, de neuf, qui est le double un peu de la duration observée sur les actifs, donc sur l'actif quasiment de gérer des banques, et très certainement avec les nouveaux produits, donc que ce soit des produits via Mourabaha d'équipement, via Salam ou d'autres produits que vous allez mettre sur le marché, tendra à réduire donc cette duration et à rééquilibrer un peu donc ce trade entre l'emploi, entre les emplois et les ressources et réduire donc ce gap de liquidité. Alors, vous tendez également, donc, je dirais, la perche pour la seconde question, notamment pour Youssef Bordadi, pour expliquer, donc, je dirais un peu de manière simple, quels sont les moyens dont disposent les banques participatives pour se refinancer. Donc, vous avez évoqué, donc, je dirais, le Wakalah, l'Istithmar. Très rapidement, nous dire quasiment un ou deux mots sur cette Wakalah, l'Istithmar. Et également pour nous dire, est-ce qu'il existe à date d'aujourd'hui d'autres produits qui permettent aux banques participatives de se refinancer et donc de financer le développement de leurs activités. Certains parlent quasiment de Sukuk. Est-ce que c'est un produit, donc, je dirais, qui est disponible, qui sera disponible? Est-ce que c'est un produit sur lequel on peut, donc, je dirais, miser donc, pour développer donc, ce marché donc, interbancaire, entre guillemets, participatif? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Ensuite, on enchaînera sur cette absence de marché interbancaire participatif, ses conséquences, donc si vous voulez bien.
Oui, c'est Ali. Donc, Valeur aujourd'hui, le seul instrument, comme je t'ai dit, c'est SAMI qui est disponible pour vraiment un refinancement enfin, de taille. Mais bon, sinon, qu'il y a les dépôts d'investissement qui sont là, mais que ce sont des dépôts qui sont rémunérés de façon différente et que les dépôts ne sont pas très importants. Ce n'est pas comme l'instrument de l'Ouakala Blisitma. L'Ouakala Blisitma, bon, aujourd'hui, elle est ouverte à tous, mais bon, les banques aujourd'hui de qui on se refinance, c'est surtout nos maisons mères. Nos maisons mères, donc, on lève des fonds encore une fois, le contrat, c'est un contrat chariatique, encore une fois. Ce n'est pas un contrat qui est validé par le Conseil supérieur de l'ULAM. Donc, qui a autorisé de lever des fonds de chez une banque conventionnelle ou une institution conventionnelle. Donc, l'instrument de Wakala Investissement, c'est très simple. La banque, elle devient seulement un gestionnaire du montant qui est donné par la maison mère, par exemple 1 milliard, et la banque participative, elle le fait tourner dans ses activités, et donc elle perçoit seulement une commission. C'est une commission qu'elle perçoit, qui est fixe, et que tout le gain, il est versé à la banque, à Moukil. C'est la banque qui a donné de l'argent. C'est lui qui prend le gain totalement, et il y a une commission qui est versée à l'Ouakil. C'est une précision de taille, c'est que dans le calcul du gain, de la rentabilité de ce montant-là, il comprend aussi le risque, c'est-à-dire que celui qui dépose l'argent, il court aussi un risque. C'est très important de le souligner. Et pourquoi je le dis? Parce que derrière, il y a bon, ça a été signifié par CASAMI, que cet instrument a des limites parce que ce sont des instruments qui viennent baisser, entre guillemets, les fonds propres de la banque qui a donné qui a donné, enfin, c'est-à-dire cette enveloppe de l'Ouakala à sa filiale. Et donc, on est en train de négocier, de voir avec la Banque centrale, déjà pour nous, en tant que banque participative, de ne pas aussi compter dans notre activité que le Wakala vienne, soit une partie, c'est-à-dire le montant de Wakala vient, c'est-à-dire en partie prendre du risque sur nos fonds propres. Donc, en général, il y a un Rabb al-Mal, le Wakil, il y a le Wakil, celui qui fait tourner, on va dire, l'argent. Celui-là, il n'a aucun risque, il perçoit une commission fixe. Par contre, tout le gain, y compris le risque, il est perçu par le Moukil. C'est ça, donc la définition de l'Wakala Blistismal. Maintenant, les instruments, aujourd'hui, il y a déjà l'arrivée de Tekaful. C'est un fonds qui peut aussi être un instrument de financement pour les banques participatives. Parce que le Tekaful, il va y avoir des excédents, et lui aussi, il va devoir les placer. Ça aussi, on peut c'est-à-dire se positionner aussi sur le Tekaful. Il y a bien sûr les indices qui peuvent être des indices participatifs qui peuvent être introduits dans le système, on va dire, des valeurs de Casablanca du Maroc. Et donc, ce sont des indices participatifs qui vont voir les jours, je pense, peut-être d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Il y a déjà des banques qui ont déjà sollicité la Banque centrale avec l'ISAIMI pour avoir un moyen d'avoir donc cet instrument-là d'avoir un indice participatif dans la bourse de Casablanca. Il y a les soukouk. Les soukouk, ça, il y a des banques qui ont déjà commencé à travailler sur les soukouk. Et le fait qu'il n'y a pas d'actifs de sous-jacents, puisque l'Ijara Mezem, il n'y a pas encore d'Ijara, etc., il y a des formes de soukouk qu'on peut développer et que nous sommes en train comme on dit, pour qu'on puisse sortir des soukouk dans l'état actuel des portefeuilles que nous avons au niveau des banques participatives. Donc, les instruments de refinancement sont en cours de développement. Le seul instrument qui existe aujourd'hui, c'est le Wakala. Je pense très prochainement, on peut lever des fonds, c'est-à-dire pas seulement de la maison mère, mais aussi des fonds
de takaful, ou des sociétés de gestion de takaful qui vont voir le jour dans les mois à venir, pour qu'on puisse diversifier nos ressources pour qu'on puisse financer nos clients de façon plus fluide. Il y a une précision aussi que je voulais apporter, c'est que nous, quand on prend de l'Ouakala, c'est comme s'il y a un coût de l'argent qui est derrière. Donc, c'est tout à fait normal quand on veut placer de l'argent, moi je parle par rapport à la cherté, pas comparativement au financement classique. Parce que le financement classique, les dépôts à vie, ils arrivent à financer avec les dépôts à vie toutes les demandes en matière de financement, au moins bada acquéreur. Et donc, la cherté, c'est-à-dire il y a la ressource, il y a un coût qui viendrait certainement s'ajouter donc au coût de financement d'une banque participative. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'on revient au début, ce que vous voulez dire, c'est Ali, il faut faire confiance à cette banque et venir avec des dépôts pour qu'on puisse, nous aussi, baisser encore plus nos tarifs parce qu'on n'aurait pas un coût à payer pour avoir des ressources. Donc, si plus on a des ressources, entre guillemets, gratuites parce que les gens ont fait confiance à ces banques, plus la compétitivité sera plus importante. Donc, voilà ce que je voulais dire. Les instruments vont venir. Sukuk, je pense, l'année prochaine, Inch'Allah, il y aurait des Sukuk qui sont sur le marché. La Covid, elle a reporté des projets de Sukuk. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la diversification, il y a les financeurs, les Moukilim, les maisons mères, il y a d'autres institutions. Donc, je pense, on a déjà fait d'autres expériences avec d'autres institutions qui ne sont pas des banques. Et donc, les choses prennent leur place dans le temps. Et donc, l'avenir, Inch'Allah, nous montrera que la richesse de ces instruments qui vont s'installer, Inch'Allah. Merci, c'est Barakallah Fik pour cette clarification. Donc, on retient que donc, je dirais le produit actuellement qui est le plus utilisé, donc c'est le Wakala, l'Istithmar, donc notamment avec les maisons mères, mais qui est en train d'être également, donc je dirais, mise en place avec d'autres acteurs, donc pas forcément la maison mère, et que d'autres produits sont en cours d'étude, donc notamment, je dirais que ce soit le Soko, que ce soit également d'autres produits qui verront le jour. Alors, la question également je dirais donc de l'Ouakala l'Istithmar ou également de Soko, donc ce sont des opérations qui se font principalement, je dirais, de gré à gré. Et là aussi, dans un écosystème, notamment bancaire, on s'attend à avoir un marché interbancaire participatif qui permet, donc, je dirais, aux banques d'accéder donc à de la trésorerie ou de placer de la trésorerie, notamment sur du court terme, et pas forcément d'avoir recours systématiquement donc, à l'Ouakala l'Istithmar. Et donc, ma question pour ces SMI, c'est est-ce que l'absence, je dirais, de ce marché interbancaire participatif, organisé, bien sûr, je parle organisé, qui empêche un peu les banques soit de placer leur trésorerie quand elles sont en excédent, par exemple, je dirais notamment au démarrage ou là ponctuellement, et notamment de se refinancer pour du court terme, voire du moyen terme. Est-ce que cette absence de marché interbancaire, pour vous, a un impact, je dirais, important sur les banques? Et est-ce que cette situation de travail uniquement, donc de gré à gré via des instruments, que ce soit le Wakala ou d'autres instruments, est-ce qu'elle est soutenable pour les banques? Comme mentionné tout à l'heure, malheureusement, toutes les banques participatives sont dans le même sens. On est tous lents en emploi. Nous ne disposons pas d'excédent de trésorerie. Donc, l'existence d'un marché participatif interbancaire, quand bien même la Wakala est là, n'est pas opérationnel. Et effectivement, en supposant que certains confrères soient excédentaires, est-ce qu'ils iraient jusqu'à effectivement à placer chez un confrère qui est déficitaire sur quelle période, en prenant le risque également? L'instrument Wakala, comme vous le mentionnez tout à l'heure, est un instrument qui consomme des fonds propres, qui porte le risque de crédit. Donc, une banque participative ne peut pas placer ses excédents dans un instrument en mettant en risque les dépôts de ses clients, parce qu'en fin de compte, ces excédents, c'est des dépôts de clients. Donc ça, c'est un sujet quand même très important. Le recours aux autres instruments, parce que le vrai sujet, ce n'est pas le court terme. Le court terme, à la rigueur, si demain il y a les sukuk, on pourrait utiliser Wakala l'Istithmar des maisons mères
qui, elles, sont adossées à Banque Maghreb pour nous financer. Et là, on couvrirait les besoins court terme. Maintenant, le vrai sujet pour nous, c'est le moyen et le long terme. On a une duration de 9. Comment faire pour? Les seuls instruments qui existent, c'est effectivement que nous puissions émettre des instruments de marché qui puissent couvrir cela. Parce que les dépôts d'investissement à ce jour, ils sont investis, et ceux qui sont offerts sur le marché, ils sont offerts sur 3 mois, 6 mois, 1 année, pas plus. Donc, on allonge un tout petit peu la maturité de nos ressources, mais on ne complète pas la boucle. Ce dont on a besoin, bien entendu, c'est éventuellement de titriser une partie de notre bilan. Si on le cède, se pose la problématique chariatique, il faut la céder à la valeur nominale. J'ai financé un client à 100 sur 15 ans. Pour faire simple, ça fait 150. Lorsque je vais céder cette créance, je ne peux pas la céder comme dans le conventionnel à 100 et rémunérer l'investisseur des 50 que je reçois sur la durée de financement. Dans l'univers participatif, je devrais la céder à 150. Donc, il n'y a pas de rendement qui est restitué à l'investisseur. Qu'est-ce qui reste? Bien entendu, il faut qu'on ait des actifs sur notre bilan qu'on peut titriser à travers notamment des sukuk ijara. Malheureusement, le contrat ijara n'est pas encore opérationnel. Il faut que les banques aient constitué à leur niveau suffisamment d'actifs qui, en le titrisant à l'image de ce qui vient d'être fait par le Trésor il y a déjà 2-3 années, on puisse donner un rendement aux investisseurs qui nous accompagnent. L'univers, je l'ai mentionné tout à l'heure chez le conventionnel, il y a également les certificats de dépôt. Il y a également, bien entendu, tous les instruments qui sont offerts aux institutionnels et aux particuliers que sont les DAT, les comptes sur carnet, les bons de caisse. Nous disposons à ce jour que des dépôts d'investissement. Nous entendons que les textes relatifs au sukuk d'investissement et au sukuk de financement sont en train d'être instruits chez les autorités de régulation. Nous attendons dans un environnement, dans un temps très proche, leur publication pour pouvoir les déployer. C'est Al-Samad, donc je dirais pour cette clarification. Et au fait, l'idée principale à retenir, c'est qu'on a besoin de développer un marché des capitaux participatifs. Et effectivement, donc gérer faire une opération sur une partie de l'actif, les emplois actuels, donc qui sont principalement constitués donc je dirais de Murabaha, c'est tout simplement revient à devoir les céder donc à leur valeur nominale et donc pas aucun intérêt donc je dirais pour leur cession ou pour l'investisseur qui est derrière. Donc ça c'est tout à fait je dirais clair. Et au fait une fois que le portefeuille donc je dirais à terme des banques sera constitué d'une partie de l'Ijara, on peut faire des opérations de skik l'Ijara, des contrats de l'Ijara et également, donc là aussi, les textes dont vous parlez, donc, qui sont très attendus sur les souks d'investissement et de financement. Donc, c'est, je dirais, un instrument parmi d'autres qui permettra donc aux banques d'élargir un peu leur palette de produits de refinancement. Alors, la question suivante concerne en l'absence quasiment de ce marché interbancaire participatif, de ces produits et instruments sur le marché des capitaux participatifs. Et comme ça a été dit, principalement, on a un seul produit, donc qui est le Wakala, le Sitmar. Ma question à Madame Le Bneouri, est-ce que cette étroitesse un peu de gérer ce marché n'a pas d'impact sur la tarification et sur les marges des banques participatives? Donc, notamment, gérer un impact négatif sur le client. Alors, je voudrais commencer par livrer un message clair. Au risque de me répéter, c'est Bardadi, peut-être l'a dit déjà, mais je voudrais vraiment que ça soit clair dans l'esprit des gens. Les banques participatives ne sont pas plus chères ne sont pas plus chères. Ça veut dire nous sommes capés par un marché. Nous voulons rester dans ce marché. Nous voulons être compétitifs. Donc, nous sommes obligés de nous aligner sur la pratique du marché.
Donc, toute cette problématique dont il a été question et tout ce que nous sommes en train de vivre en ces premières années de construction de la banque n'a pas d'impact sur le taux de marge appliqué à la clientèle. Ça n'a aucun impact parce qu'il y a un marché qui fonctionne. Le client, quand il cherche du financement, à la limite, bon, que vous ayez 3 ans ou 60 ans, il doit quelque part se retrouver, ne pas payer. Bon, peut-être qu'il acceptera un petit, bon, c'est Sami en a parlé, un petit plus, mais vraiment sans plus, et il faut vraiment que la qualité de service le compense. Et ça, nous en sommes questions. Donc, nous en sommes conscients. Donc, nous restons dans le marché. Il n'y a pas d'impact sur le taux de marge. Par contre, sur nos marges à nous, sur les marges bénéficiaires, oui, il y en a. Il y en a, mais ça, c'est calculé dans le modèle. On le savait, c'est calculé, c'est accepté, il y a un ticket d'entrée à payer et nous acceptons de le payer. Nous en sommes contents et les choses sont en train d'évoluer suivant les business plans respectifs des banques qui ont été dressés depuis le début et qui sont acceptés. Nous n'avons aucun problème et ça n'ébranle pas ni notre confiance en ce modèle, ni la solidité de ce modèle. Voilà. Merci Madame Léoré donc sur cette réponse très claire. Donc je dirais sur le fait qu'il n'y a pas quasiment d'impact négatif en termes de prix. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on dit tout à l'heure en termes de cherté. Donc cette fausse idée de cherté qu'ont certaines personnes. Et là encore une fois, donc le meilleur moyen, c'est tout simplement de se déplacer et de venir demander des simulations auprès des agences bancaires pour s'en assurer. Alors, on parle quasiment des produits qui permettront donc à la banque d'avoir des ressources diversifiées. Un produit donc, qui a été donc, commercialisé par les banques il n'y a pas très longtemps, donc, qui est les dépôts d'investissement. Avant de venir un peu sur leur mode de fonctionnement, je voudrais poser une question donc, à Sibir Dadi. Est-ce que les banques participatives disposent aujourd'hui donc de produits d'épargne pour les particuliers? Donc moi je suis donc un particulier, je voudrais avoir un épargné, donc que ce soit une épargne retraite, que ce soit une épargne, je dirais, pour le Hajj ou pour le Umrah par exemple. Comment je peux placer mon excédent de trésorerie en tant que particulier auprès d'une banque participative? Oui, oui, merci pour cette question parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les banques participatives sont en cours de développement des produits d'épargne. Vous avez cité l'épargne Hajj, l'épargne Omra, l'épargne études, tout type d'épargne qui doit être mis en place. On ne l'a pas encore, avec toute transparence. On n'a pas encore développé ces produits. Ces produits sont dans le pipe pour qu'on puisse les soumettre à Banque Maghreb et donc, par conséquent, le Conseil supérieur de l'ULMA. Mais ces produits verront le jour, Inch'Allah, très prochainement et permettent. Enfin, déjà, les comptes que nous avons, ce sont des comptes qui ne tombent pas débiteurs, ce sont des comptes dans lesquels il n'y a pas des agios, il n'y a pas de date de valeur. Les comptes à vue que nous avons, ce sont des comptes qui sont clairs, simples à lire et à nous avons aujourd'hui dans nos portefeuilles des clients qui ont fait de l'épargne. Effectivement, ils ne prennent pas d'intérêt ni de revenus sur ça, mais ce sont des comptes qui sont dédiés à l'épargne. Ça, je pense que c'est au niveau de toutes les banques, il y a des clients qui aujourd'hui, au lieu de laisser leur argent dans une autre banque avec des intérêts, préfèrent les laisser en épargne dans des banques participatives. Donc, ce sont des produits qui vont venir. Et parce que c'est encore une fois, ce n'est pas seulement chez la banque, parce que quand on va développer ces banques, il y a tout un écosystème qu'il faut construire autour. Il y a le Hajj, il y a l'Umrah, il y a les études, il y a tout un écosystème à construire pour qu'on puisse avoir ça. Et encore une fois, le takaful, quand il va venir, vous avez parlé de l'épargne retraite, ça, c'est quelque chose qui peut venir avec le takaful, donc avec lequel on peut développer des produits, entre guillemets, d'assurance, de banque assurance, qui sont à l'adresse de la clientèle de la banque participative et qui sont donc portés plutôt par le takaful, puisque
par donc les sociétés de gestion de pool qui vont donc, Inch'Allah, se créer dans comme j'ai dit, les mois à venir. Et ce sont des produits qui existent aujourd'hui dans la banque classique et ils ont leur équivalent, entre guillemets, dans la banque participative et qui seront lancés bien sûr par les billets des banques participatives, mais qui seront portés par l'organisme qui va pouvoir le faire. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans le pipe et qui vont voir le jour, Inch'Allah, comme j'ai dit, dans les mois à venir. Merci Cyrus pour ces précisions. Donc, C'est Alami, si vous permettez juste un complément par rapport à ce que disait Sibradeli, justement, cette épargne spécifique, en fait, n'a de sens que si la banque ajoute une contribution pour justement vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. Je parle par exemple de l'épargne éducation. Vous allez vous épargner petit à petit et on va fructifier votre argent, mais votre enfant n'attendra pas que vous ayez bouclé la boucle pour entamer ses études supérieures. Donc, vous avez besoin d'un concours bancaire, en fait, pour compléter les frais d'études. Donc, ce concours bancaire, en fait, c'est de la murabaha service. Et la murabaha, justement, c'est ce à quoi faisait allusion Sibradeli pour dire que c'est très proche. C'est l'écosystème qui se complète. Cet écosystème, c'est le produit murabaha service qui est en cours de validation, que le GPBM que nous avons élaboré dans le cadre du GPBM, qui a été envoyé à Banque el-Maghrib puis au CSO, qui est donc en processus final de validation. Donc, c'est à la fois pour le Hajj, c'est à la fois valable pour le Hajj et pour les études. Il faut juste qu'on complète. Maintenant, si il s'agit juste d'épargner, ils peuvent passer par le dépôt d'investissement, mais si on doit ajouter quelque chose, eh ben, on attend justement la validation définitive qui doit intervenir du contrat Murabaha Service pour pouvoir boucler la boucle et offrir le service de bout en bout. Merci. Merci, Madame Benaouli, pour ce complément. Tu as vendu la mèche, Madame Benaouli. C'est quelque chose qui est dans la dernière ligne droite, mais voilà. Bon, je laisse la primeur, la banque centrale pour... Ah bon, c'est pas permis de l'annoncer? Non, il n'y a pas de souci. Allez, je me bats. Ça fait en toute transparence. Parce que la banque centrale, elle va le faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'au fait, il y a pas mal de produits qui sont quasiment dans le pipe. Donc, ça, c'est un peu rassurant. Donc, aussi bien du côté donc, des financements, ça, on le savait déjà avec Salam, avec l'Ijara ou avec l'Istisna, mais également du côté, je dirais, des ressources, donc du côté du passif bancaire, dans lequel on a des produits qui vont être proposés, donc, je dirais, aux clients, que ce soit personnes physiques ou morales. Et donc, on apprend que les démarches sont déjà faites pour un certain nombre de produits et qu'elles sont quasiment dans le process de validation. C'est quasiment de bon augure. Donc, c'est vrai que les banques n'ont que 3 ans et demi, mais bon, il y avait tellement d'attentes et il y a tellement d'attentes de la part quasiment des clients que les gens, on est tous impatients. Donc, pour avoir ces produits-là et pour les voir, je dirais, donc, sur le marché. Donc, c'est. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Madame Benaouli, donc vous l'avez évoqué, donc également Sibradeli, sur les dépôts d'investissement. Est-ce que, je dirais, vous pouvez donc, Madame Benaouli, et ensuite peut-être également donc Sami s'il le souhaite, nous expliquer simplement le fonctionnement de ces dépôts d'investissement en termes de principe. Ça consiste en quoi? En termes de durée, est-ce que le dépôt d'investissement il est sur une durée qui est figée, fixe, ou bien il y a plusieurs maturités? Comment se font les règles, je dirais, de partage? Comment se font le calcul de la rémunération? Est-ce qu'on a une garantie ou pas du capital? D'un point de vue fiscal, qu'en est-il? Beaucoup de gens se posent la question sur ce produit de dépôt d'investissement. On a vu que les encours ont dépassé le 1 milliard, donc je dirais, de dirhams. On sait que les banques ont commencé à communiquer dessus, mais on voudrait avoir un peu plus de clarification sur les modalités de fonctionnement, mais de manière simple, et voir je dirais, comment fonctionnent ces dépôts d'investissement. Alors, le dépôt d'investissement, en fait, est assis sur un contrat Mudaraba.
Donc, un client qui a des excédents de trésorerie s'adresse à sa banque participative pour lui confier donc ses excédents. Cette banque participative les place dans l'ensemble de son portefeuille, l'ensemble du portefeuille. Et donc, à la période convenue, d'abord, donc nous signons un contrat. Les durées peuvent être différentes. Elles vont de quelques mois à une année, voire davantage, voire deux. Ça dépend des banques, en fait. Les durées dépendent des banques. Je ne voudrais pas, je suis en train de parler de manière générale, donc je ne donnerai pas les spécificités nous concernant, mais je vais rester très, très générale. Donc, les maturités sont variables en fonction des banques, mais en tout cas peuvent dépasser l'année, peuvent aller au-delà d'un an. Et donc, arrivé à la fin de chaque période, nous faisons le calcul, nous arrêtons le rendement de notre portefeuille global et nous distribuons donc les rendements en fonction de la quotité de financement parce que, bon, vous avez un client à donner une partie de cet argent qui a été employé dans un portefeuille global, donc c'est en fonction de cette quotité justement que le rendement lui est adressé, en fonction de la durée la durée donc de placement et en fonction du taux de partage qui est convenu initialement. Alors sur le taux de partage, il y a aussi ça varie en fonction des banques et là franchement on invite les clients à aller demander auprès de chacune des banques qui les intéressent pour avoir le détail. Maintenant, en termes de sortie anticipée, oui, c'est prévu par les banques en fonction, donc, et les modalités sont aussi varient en fonction des banques. Vous avez des pénalités où il a dit, bon, c'est en fonction des banques, mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que la rémunération vous est servie sur la période où vous êtes resté où vous avez la période d'investissement, seul le mois où vous avez où est intervenu donc l'arrêt du contrat, c'est ce mois-là qui ne rentre pas dans la rétribution. Mais tout le reste rentre dans le calcul du rendement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Non, non, merci en tout cas pour ces éléments. Peut-être c'est ça, mais pour compléter en même temps, bon, je rajoute une autre question. Est-ce que ces dépôts d'investissement sont adressés donc à une clientèle particulière, c'est-à-dire des personnes physiques, ou ça peut être également vu pour des personnes morales? Est-ce qu'on peut dire que c'est une alternative à des OPCVM monétaires pour les entreprises qui ont un excédent de trésorerie donc à court terme et qui souhaitent placer sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois? Là, ce sont des dépôts d'investissement, donc des produits qui sont réservés principalement aux particuliers. Donc, si vous pouvez nous dire un peu plus sur ça. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a pas de statistiques officielles qui déterminent et qui dévoilent l'identité des investisseurs qui ont fait confiance au dépôt d'investissement. Nous avons principalement adressé le segment des particuliers. Le segment des institutionnels, comme vous le savez, est un segment où l'investissement est réglementé. Donc, vous vous adressez à une compagnie d'assurance, à un OPCVM, à CAPS, l'AMMC respectivement, définissent des règles qui sont édictées sur ces instruments d'investissement. Nous n'avons à ce jour sur la place comme instrument qui est éligible à être dans les portefeuilles de ces deux institutionnels que j'ai mentionnés que les sukuk souverains qui ont été émis. Les autres instruments sont en cours d'être quelque part approuvés pour la MNC. Nous avons nous-mêmes, en tant qu'Omnia Bank, déposé une demande à ce niveau-là pour que les institutionnels qualifiés puissent intégrer cet instrument dans leur univers de placement. Maintenant, je le réitère, la maturité de cet instrument est courte. 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est ce qui existe chez nous. Je pense que c'est la même chose chez les confrères. Ce n'est pas un instrument qui peut être investi par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie. Étant donné qu'il porte une dimension
de risque sur ce placement-là. C'est un instrument, effectivement, qui répond à des besoins spécifiques d'épargne particuliers. Les autres instruments qui étaient mentionnés tout à l'heure, qui peuvent être destinés à d'autres usages, nécessitent la mise en place notamment de contrats de financement service, mais également de placements hors bilan du système bancaire. C'est ce que mentionnait tout à l'heure Sibr Dadi. Il est nécessaire effectivement que l'univers du Tiakafoul soit mis en place pour qu'on puisse, par exemple, mettre d'autres instruments qui viennent enrichir la place. Mais toujours est-il, pour pouvoir avoir des rendements encore plus généreux, les sukuk sont nécessaires à ce niveau-là. Je reviens tout à l'heure à un point relatif au sukuk ijara. Les banques peuvent émettre maintenant des sukuk ijara basés sur les actifs dont elles disposent sur leur bilan, notamment leur siège s'il leur appartient ou leurs agences. Mais quand on fait la somme de tout le système bancaire participatif, nous ne dépassons tous ensemble pas plus de 100 millions de dirhams. C'est une émission qu'on doit faire conjointement et c'est 100 millions de dirhams. Ça peut donner quand même un rendement plus généreux que ce qui est observé actuellement au niveau des dépôts d'investissement. La nécessité est très forte au niveau du marché des capitaux pour pouvoir effectivement élargir la panoplie des instruments qui permettent d'allonger la maturité et donc d'offrir des rendements plus intéressants à d'autres catégories d'investisseurs qui viendraient enrichir le sujet. À titre d'illustration, on le sait tous, les OPCVM gèrent 500 milliards. Les dépôts du système bancaire qui reviennent aux particuliers sont de près de 460 milliards. Donc, c'est un instrument sur lequel on ne peut pas, plutôt c'est un segment de clientèle sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Exact. Merci, Samad. Donc, alors, je voudrais juste revenir sur un point. Donc, je pense que c'était l'une des questions. Est-ce que pouvez nous dire, est-ce que le fait que le capital ne soit pas garanti, c'est quelque chose qui risque un petit peu de freiner les gens, ou au contraire, ça permet quasiment de les encourager puisque c'est un produit de gérer participatif au vrai sens du terme? C'est Absamad ou… En ce qui nous concerne, les clients qui nous ont fait confiance, c'est plutôt cette dimension qui ont fait l'attrait, parce qu'il y a cette affinité participative qui fait que effectivement ce partage du risque et du profit, c'est ça ce qui fait l'attrait de cet instrument. Et de là, en l'espace, l'instrument a été autorisé par le CSO en juin 2019. On est bientôt à pratiquement une vingtaine de mois. On a dépassé plus d'un milliard, pratiquement entre 1,2 milliard sur la place à fin mars. Je pense que on gagnerait encore en profondeur à travers une meilleure communication par l'ensemble des confrères qui, effectivement, et nous-mêmes, qui ne cessons de le déployer au niveau de notre réseau pour pouvoir le faire connaître davantage. Parfait. Alors, j'ai une question qui est en relation avec ce qu'on est en train de discuter, c'est concernant les placements des dépôts d'investissement. La question, est-ce qu'on dévoile au client les domaines d'investissement? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des dépôts d'investissement restreints ou non restreints plus exactement? Et est-ce que le client, je dirais, final, a à terme une idée sur les secteurs d'activité dans lesquels on a investi ou pas? Madame Benéoré ou… Et la politique, on est obligé de donner notre politique d'investissement. On est très transparent sur notre politique d'investissement, sur comment est fait nos placements. Là, ça fait partie intégrante et on est obligé. C'est un document qui est joint au contrat. Il y a une transparence totale sur ça, sur les segments, sur les risques pris, non, tout est transparent. Et justement, donc,
Cette transparence fait que le client est dans le confort parce que justement, il sait que nous ne garantissons ni le rendement ni le capital, mais avec cette transparence et cette obligation pour nous, parce que nous sommes obligés à une certaine rigueur dans la gestion, fait que nos clients sont dans le confort par rapport à ce produit. Merci. Alors, toujours dans le même sens, est-ce que on pose la question, est-ce que les banques participatives font très attention au risque, je dirais ce qu'on appelle le risque commercial déplacé, c'est-à-dire au fait qu'elles ne servent pas une rémunération qui soit compétitive par rapport au conventionnel. C'est-à-dire si par exemple les banques participatives servent quasiment du 1%, alors que les banques conventionnelles rémunèrent donc des DAT ou d'autres types de placements à un taux qui est beaucoup plus élevé, on a en général un risque de voir quasiment les dépôts d'investissement migrer vers le conventionnel. Est-ce que les banques tiennent compte un peu dans leur rémunération, dans leur stratégie de rémunération, plus exactement je dirais quasiment dans la clé de répartition de ce risque-là, ou bien on se contente uniquement d'aller sur des marges qu'on connaît et sans faire attention à ce que fait le conventionnel? Je pense, je peux répondre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que nous sommes dans un marché, nous sommes dans un marché bancaire. Nous ne sommes pas dans un marché seulement banque participative. Nous sommes dans un marché bancaire. Et donc, chaque banque, et nous, au niveau de la banque participative, on est dans le marché, on voit donc l'intérêt de la banque participative par rapport à ses déposants. Mais aujourd'hui, le risque, il est inverse. Le risque, il est inverse. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos déposants, aujourd'hui, les grands déposants qui font appel au compte d'investissement, donc, au contrat de dépôt d'investissement, sont des clients qui étaient avant dans des banques classiques et qui ne touchaient pas d'intérêt, c'est-à-dire ce sont des clients affinitaires. Et aujourd'hui, avant, ils disaient à leur banquier que les intérêts, j'en veux pas, ou là, même quand ils les prennent, aujourd'hui, ces intérêts entre guillemets, mais qui deviennent c'est-à-dire ces gains, ou là, donc ces revenus de ces comptes d'investissement participatif, aujourd'hui, il peut les fructifier. Il peut les utiliser parce que ce sont des clients, comme j'ai dit, affinitaires. Donc, le risque, il est dans l'autre sens. Ce n'est pas dans le sens, il est dans le sens banque classique vers la banque conventionnelle. Ceci étant, nous sommes dans le marché. Oui, nous arrivons donc, quand il y a des clients donc des patrimoniaux qui souhaitent rejoindre les banques participatives, on étudie avec lui la tarification ou le partage donc des gains pour qu'on puisse s'approcher peut-être de la banque, du système bancaire conventionnel. Nous sommes dans le marché et nous agissons en fonction du marché. Mais encore une fois, j'insiste que le risque, il est dans l'autre sens. Dans le sens. Parfait. Alors, une question que j'adresserai quasiment donc à nos trois invités, qui concerne un peu les produits donc à venir ou bien les actions à mettre en place ou les produits à proposer pour encourager, donc je dirais à court et moyen terme, les dépôts. C'est-à-dire que peuvent faire les banques participatives pour encourager, donc je dirais, les clients à venir déposer donc sur des dépôts à vue ou des dépôts à terme. Dépôt à terme, j'entends par la dépôt d'investissement, bien évidemment. Et au-delà quasiment donc de la communication et d'explication, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place? Et là aussi, quels sont les produits que vous voyez, donc je dirais, à court terme, c'est-à-dire d'ici fin de l'année ou à moyen terme 2022-2023, qui pourront encourager donc les clients à venir déposer leur épargne? Donc, question est adressée quasiment à nos trois invités. Honneur aux dames, honneur aux dames. Donc, on laissera Madame Bnioré. Alors, concernant les produits de placement, on l'a dit, nous avons, en fait, je pense que déjà avec le dépôt d'investissement, il y a à faire. Maintenant, oui, ce qui est
ce qui est urgent, c'est d'en parler le plus possible, de vulgariser ce produit-là, de le rapprocher de la clientèle, de lui expliquer les modes de fonctionnement et de le conforter par rapport à ce volet risque, ce volet qui n'est pas tant refusé par la clientèle parce que c'est celui-là même qui fait que c'est un produit participatif et donc qui est Sharia compliance. Et donc, si nous devions les rassurer complètement, on ne serait plus dans le participatif. Mais déjà à comprendre son mode de fonctionnement et comment nous gérons et comment nous fructifions leur épargne, eh ben, ça les met dans du confort. Maintenant, oui, il y a des choses à compléter, de l'épargne spécifique, on en a parlé tout à l'heure, éducation, Hajj, Umrah, autres, et donc c'est des choses qui vont venir. Les contrats qui vont nous permettre de compléter les produits sont en cours de validation, et puis surtout, on attend les agréments des compagnies Tzakafoul pour pouvoir compléter cet écosystème et offrir les produits. Et là, nous sommes confiants parce que les choses ont pris un rythme plus soutenu. En fait, il y a quelques temps, ça a avancé tout doucement, mais franchement très doucement parce que souvent, nous avons eu des dates et puis elles n'ont pas été... ça n'a pas été au rendez-vous, mais je pense que les choses sont en train de s'accélérer. En tout cas, pour ma part, je reste confiante. Je veux revenir sur un sujet important relatif au dépôt d'investissement. On répète depuis tout à l'heure effectivement que c'est un instrument qui est risqué. Oui, sur une base contractuelle, il l'est. Mais prenons le temps d'analyser un peu le bilan des banques participatives. Je l'ai mentionné tout à l'heure, plus de 86% de nos emplois sont orientés vers l'immobilier, 7% vers crédit à la consommation, entre guillemets, c'est les voitures, et 7% sur l'équipement. On est une finance qui est adossée à des actifs. Donc, quand on finance un client pour qu'il achète un bien, ce bien, bien entendu, est garanti en faveur de la banque. L'analyse du risque de ce client est prise en considération. Et quelque part, comme on le sait, le bien le plus cher pour un ménage marocain, c'est son foyer. Donc, le défaut à ce niveau-là, au sein du foyer, n'est pas permis. On ne veut pas mettre en risque cet actif-là. Donc, quand on voit les rendements qui sont offerts en faisant le tour de l'ensemble des agences, des banques participatives, on tourne aux alentours de 2%. Grossièrement. Pour qu'un client perde son capital, pour faire simple, il faut que le coût du risque de la banque soit supérieur à 2%. Sur un bilan qui est à 86% orienté sur l'immobilier et dans un contexte où on vient tous de passer un stress test qui est le Covid, alhamdoulilah, on en est sorti indemne. Et quand on voit le bilan des banques participatives à fin décembre, le coût du risque est inférieur à 0,5% et elles ont intégré ceci dans le rendement qu'elles ont restitué aux clients. Donc, ce que je suis en train de dire à ce niveau-là, on est une banque qui finance avec un adossement sur des actifs. 2, on est des banques jeunes qui viennent de démarrer, qui ont intégré dans leur politique risque une rigueur très importante qui font qu'on ne s'adresse pas encore au segment très risqué. 3, bien entendu, on fait une clé de partage qui intègre le fait que la banque prend à sa charge ses frais de fonctionnement et elle partage, je dirais, une partie de son chiffre d'affaires. Elle ne partage pas le résultat net. Ce que mentionnait tout à l'heure Sibradali à juste titre, les résultats nets négatifs que nous observons depuis un moment sont dus aux investissements que nous opérons, aussi bien dans nos actifs, agences, systèmes d'information, que dans notre exploitation à travers l'investissement que nous faisons dans nos RH. Ceci ne rentre pas dans la rémunération qu'on restitue de clients. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement,
Le niveau de rendement que nous offrons est un rendement sécurisé, est un rendement qui est compétitif par rapport au marché, est un rendement qui séduit par sa dimension chariatique une large tranche de la population. Maintenant, il va falloir le faire savoir, il va falloir le distribuer. Rappelons-le, le système bancaire marocain a 100 ans d'existence. Il a pu, quelque part, bien irriguer toutes les régions du Maroc. Nous n'avons à peine que 3 ans. Toutes les agences réunies des banques participatives ont fait peut-être à peine 2% du système bancaire en nombre d'agences. Donc, plus on déploie d'agences, plus on se fera connaître, plus on collectera de dépôts d'investissement. Déjà, avec les agences existantes, on a une capacité quand même importante. Si on capte, je dirais, rien que 2% de l'épargne qui est déjà dans le système bancaire, c'est déjà énorme. Épargne rémunérée, j'entends. Donc, Sami a répondu à la dernière question concernant les gens qui ne sont pas tranquilles quand ils voient les déficits affichés par les banques. Ça n'a rien à voir. Nous n'arrivons pas à ça. Ce qui est enlevé du rendement brut, c'est uniquement les frais directs liés au placement. Ça veut dire qu'en cas, par exemple, si nous faisons... par exemple, pour le CLM, si j'ai contracté une assurance pour garantir ma marchandise, eh ben, je n'enlève que l'assurance, mais le coût de cette assurance. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller au coût de gestion et ça, donc c'est complètement différent. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez des résultats déficitaires affichés par les banques participatives que vos dépôts d'investissement courent un risque. Merci, Madame. Alors, et pour apporter aussi, par rapport à la question, hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un marché bancaire. Ce qu'on peut apporter, c'est notre qualité de service, notre approche bancaire, les outils que nous mettons en place, il faut que ce soit compétitif. Et nous sommes une banque. Et donc, c'est-à-dire que le choix du client, c'est un choix de banque, indépendamment qu'elle soit participative, donc comme je dis, par rapport aux banques, c'est-à-dire pour drainer les dépôts, etc. Qu'elle soit participative ou classique, donc il faut qu'on assure une qualité de service, une éthique irréprochable, une relation client, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une banque qui se différencie par rapport aux autres banques, c'est cette banque qui va drainer le plus que ce soit participative ou la conventionnelle. De toute façon, on le sait, le banquier, il devient de la famille du client. C'est quelqu'un qui connaît plus peut-être on va dire les secrets du client. Le banquier le connaît plus que la femme ou le mari du client ou de la cliente, parce il concentre tous c'est-à-dire ses revenus, il concentre ses transactions bancaires, pas forcément que tout le monde le sait. C'est pour cela qu'il y a comme j'ai dit, il faut que la banque participative ait une qualité de service irréprochable pour qu'elle puisse concurrencer dans le marché des banques en général au Maroc. Merci, Youssef, pour ce complément. Donc, au fait, on arrive quasiment donc, à la fin de ce webinaire. Je voudrais juste revenir sur 3 points, c'est-à-dire qui sont importants, au fait, qui ont été traités donc, par nos invités au cours de ce webinaire. Le premier point concerne le fait que les banques participatives offrent quasiment les mêmes prestations de services pour les dépôts que les banques conventionnelles. Et en tout cas, elles couvrent, comme l'a dit Sami, donc chiffre à l'appui, entre 80 et 90% quasiment des besoins actuels et que l'offre de produits est en train de s'étoffer. 95. Pardon, Smali, pardon. Donc 95%. Donc, et qu'en plus, je dirais, cette offre de produits est en train de s'étoffer donc, petit à petit, aussi bien donc, je dirais, pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Donc, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est la bonne santé du secteur des banques participatives. Donc là aussi, chiffre à l'appui en termes d'évolution du réseau, en termes d'évolution des dépôts à vue, des dépôts d'investissement, en termes de financements qui sont octroyés, en termes de panoplie de produits qui sont offerts
et en termes également de produits à venir qui sont en cours de validation par les instances gérées de régulation. Donc, le secteur s'est très bien porté pendant cette pandémie, elle a été très résilient, ce qui est de bon augure, et au fait, ce qui montre qu'il est basé sur des fondements qui sont solides. Donc, ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir. Le troisième point, c'est en termes de produits, je dirais, d'investissement ou d'épargne pour certains qui vont venir et pour l'existant, pour les dépôts d'investissement, qui sont des instruments conformes Sharia. Donc, comme l'a rappelé à plusieurs reprises Mme Bneuri, tous les produits, toutes les prestations de services qui sont proposés par les banques participatives reçoivent bien évidemment l'aval, la validation du Conseil supérieur des ulama et bien sûr de Banque le Maghreb. Donc, tous les produits ont ce cachet, entre guillemets, conformité à la Sharia. Donc, que ce soit une prestation de service, que ce soit un produit de financement ou même un produit, je dirais, de dépôt, notamment des dépôts d'investissement. Donc, ces produits, ces dépôts d'investissement sont des produits participatifs au vrai sens du terme, qui ont un certain nombre de particularités sur lesquelles les banques ont commencé, donc je dirais que les banques ont commencé à commercialiser depuis une année, qui voient leur encours augmenter de manière significative et je fais confiance très certainement, l'encours ira très certainement, donc je dirais, en s'accroissant avec le développement des activités, le développement de l'écosystème participatif avec Tchakaful, avec les marchés des capitaux participatifs. Et ça, c'était les trois principaux points sur lesquels je vais revenir. Et un dernier message, là aussi, donc, à tous les clients, futurs clients, en tant que client moi-même, géré de banques participatives, donc je suis multibancarisé chez les banques participatives, je peux attester quasiment de la qualité de service en tant que personne physique, mais également en tant que personne morale, en termes de qualité, de prestations. Et j'invite quasiment donc, toutes les personnes qui attendaient ces banques participatives depuis quasiment plusieurs décennies, pour certains d'entre eux, à venir non seulement chercher uniquement un financement, mais également à venir déposer gérer leur épargne et voir de visu que les services et les prestations qui sont proposées donc, sont de la même qualité que celles qu'on peut avoir, je dirais, chez des banques ou des concerts conventionnels. Alors, sur cela, donc, je tiens encore une fois à vous renouveler mes remerciements. Donc, à Mme Bneuri, c'est Youssef, c'est Abd Samad, pour la qualité de votre intervention, pour votre disponibilité. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de faire un prochain webinaire, donc dans le cadre quasiment des webinaires avec l'ESCA. Je vous dis Awashir Mubaraka et Eid Mubarak si on ne se voit pas d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Merci.